Je m'appelle Lilian. J'ai 29 ans et je suis dans le dernier mois de ma première grossesse. Le sentiment d'excitation mêlé d'inquiétude semble persister constamment autour de moi, comme si j'étais au seuil de quelque chose de miraculeux mais aussi d'incroyablement difficile. Parfois, quand je suis seul sur le vieux canapé beige de notre petite maison de la banlieue de Dallas, je pose doucement ma main sur mon ventre, je sens les doux coups de pied de mon bébé et je murmure « Maman est là ». Tout le monde dit qu'être maman pour la première fois est bouleversant, et je ne fais pas exception. J'ai lu des dizaines de livres, suivi des groupes sur la grossesse et même suivi des cours prénataux en ligne. Chaque soir, j'ai essayé de me préparer du mieux que je pouvais, mais rien n'apaise vraiment la peur de ne pas être assez forte pour être mère. Mon mari Nathan a 33 ans et travaille dans la finance. Il dit toujours qu'il est occupé, sous beaucoup de pression et qu'il a besoin de se détendre le week-end. Ainsi presque tous les vendredis après-midi, il se rend en voiture chez ses parents, à environ 2 heures de route. Pas d'occasion spéciale, pas de raison urgente, juste une routine, comme il l'appelle. Je me suis habitué à être seul à la maison, à me déplacer entre la cuisine et le salon, avec un ventre qui semble chaque jour plus lourd. Nathan m'aide rarement pour quoi que ce soit dans la maison, pas même pour les tâches les plus simples comme porter les courses ou essuyer le comptoir de la cuisine après le dîner. Une fois, je lui ai demandé de m'aider à nettoyer la chambre du bébé. Il m'a juste regardé et a marmonné, « Tu es en congé de maternité maintenant. Tu as plus de temps que moi. » Il est difficile de croire qu'une personne sur le point de devenir père puisse dire quelque chose comme ça, mais j'étais trop épuisé pour argumenter. Je me souviens encore d'un récent samedi après-midi où le soleil brillait et où j'avais du mal à transporter un sac de riz de la voiture jusqu'à la maison. Debout dans la cour, la sueur coulant sur mon visage, j'espérais juste que quelqu'un m'aide. Mais il était parti pêcher avec son père, comme si je n'existais même pas. Quand je lui ai envoyé un texto, tout ce que j'ai reçu était une courte réponse, « Tu peux le gérer. Tu es fort. » Il y a des moments où je suis assis dans la cuisine calme, entouré par l'odeur persistante de la nourriture et le son de la télévision provenant du salon, en me demandant, ai-je choisi la mauvaise personne? Mais ensuite mon bébé bouge en moi, me rappelant que je ne suis pas seul. J'ai cet enfant, ma seule source d'espoir qui me permet de continuer chaque jour. Nathan n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Il était doux et attentionné, du moins au début. Mais depuis que je suis enceinte, tout a changé. Il est devenu distant, irritable et trop critique. La fois où j'ai oublié d'acheter son café préféré, il m'a regardé et m'a dit froidement, « Alors quoi, tu restes à la maison toute la journée juste pour manger et dormir ?» Ces mots ont transpercé profondément le cœur comme une lame, me laissant le souffle coupé. Mais je n'ai pas répondu parce que je savais qu'il blâmerait les hormones de grossesse. Alors, j'ai ravalé ma colère, je me suis forcé à sourire et je me suis détourné en me disant, encore un peu. Quand le bébé arrivera, les choses changeront. Je veux le croire. Je veux vraiment croire que lorsqu'il tiendra notre enfant dans ses bras pour la première fois, quelque chose en lui changera. Qu'il verra le miracle que nous avons fait ensemble et qu'il apprendra à aimer plus pleinement. Mais au fond, je sais que je m'accroche peut-être à de faux espoirs. Il ne reste que 3 semaines avant ma date d'accouchement. Pendant que je prépare tout aux vêtements de nouveau-né, sac d'hôpital emballé et prêt devant la porte, Nathan continue de parler d'aller chez ses parents ce week-end, peut-être d'y rester une nuit ou 2. Je suis resté silencieux trop longtemps, et cette fois, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à supporter ça comme avant. Ce matin-là, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, j'avais mal au dos à cause d'une nuit blanche. Après avoir lutté pour sortir du lit, je me dirigeais lentement vers la cuisine pour préparer du café pour Nathan, même si je ne peux pas en boire moi-même. J'ai posé la tasse fumante sur la table à côté du petit déjeuner simple que j'avais préparé avec le dernier peu d'énergie dont je disposais. Il entra, téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran. Le pain grillé est brûlé. Tu ne sais pas comment utiliser le grille-pain. Je me mordis la lèvre, essayant de retenir la soudaine vague de tristesse. J'avais essayé 3 fois. Les tranches continuaient de brûler. Le grille-pain ne fonctionne pas bien ces derniers temps, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en acheter un nouveau. Je suis désolé. Je vais en faire un autre. Oublie ça, m'a-t-il coupé. Je suis sûr que ma mère est déjà en train de faire quelque chose de génial. Ce n'était pas seulement une critique. C'était une comparaison avec laquelle je n'étais que trop familier. Chaque fois que je cuisinais quelque chose qu'il n'aimait pas, il mentionnait sa mère, Claire, comme si elle était cette norme irréprochable que personne d'autre ne pourrait jamais égaler. Sa tarte aux pommes est toujours moelleuse et sucrée. La vôtre est comme du caoutchouc.
Sa soupe sent le réconfort. La vôtre juste. J'ai entendu ces commentaires tellement de fois. Ils sont devenus un rythme dans notre mariage. Mais aujourd'hui, avec mon ventre lourd, mes pieds enflés et une autre nuit blanche à cause de fausses contractions, je n'ai pas eu la patience de hocher la tête et de sourire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai débarrassé la vaisselle en silence, mais Nathan a continué. Au fait, maman nous a invités à dîner ce soir. N'oublie pas un cadeau. Elle se plaint encore de cette horrible écharpe que tu lui as offerte la dernière fois. Je reste à la maison pour me reposer. La date d'accouchement est proche. Oh, allez. Encore une fois, ce n'est pas une excuse. Les femmes enceintes ne sont pas fragiles. Ma mère a travaillé jusqu'au jour où elle a accouché. Contrairement à toi, elle reste assise à écrire un blog absurde toute la journée. Je n'ai pas discuté. Je savais que plus j'en disais, plus ce serait pire. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. Ce blog que je mets à jour quotidiennement est la seule chose qui me donne encore l'impression d'avoir de l'importance. Je partage des photos de coucher de soleil depuis notre petite fenêtre, les repas que je cuisine et les émotions que je vis chaque jour de ma grossesse, des choses dont mon mari ne se soucie pas du tout. Cet après-midi-là, je me suis forcé à marcher jusqu'à l'épicerie, à 2 pâtés de maison, pour acheter quelques affaires pour le dîner. Portant de lourds sacs, mon ventre me tirant vers le bas, j'espérais que Nathan serait à la maison pour m'aider. Mais quand j'ai ouvert la porte, il était allongé sur le canapé, les yeux rivés sur la télé, sans même me regarder. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je meurs de faim. Je dépose les sacs, le cœur lourd. Tu pourrais faire quelque chose de simple toi-même. Qu'est-ce que tu viens de dire? Son ton s'est aiguisé. Ne sois pas irrespectueux. Je travaille pour que cette maison continue de fonctionner et tu as le culot de dire ça? Je me suis figé. Je voulais crier que la grossesse n'est pas qu'une simple histoire, que chaque nuit je me réveille avec des crampes dans les jambes, un essoufflement et des coups de pied constants. Mais je n'ai rien dit. Je me suis juste tourné vers la cuisine, j'ai réchauffé tranquillement la soupe au poulet, j'ai coupé du pain en tranches et je l'ai disposé. Il prit quelques bouchées, puis repoussa le bol. La soupe est froide. La prochaine fois, fais-le bien. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle en silence, le son de la musique du salon suspendu dans l'air comme un rappel. La maison entière était soudainement froide, comme si j'y vivais seul. J'ai appuyé mon front contre la porte du placard, les yeux fermés, retenant mes larmes. Avant, je pensais qu'être enceinte signifiait être aimé et chéri, mais j'ai l'impression de vivre le contraire. Pour Nathan, je ne suis rien d'autre qu'un aide à domicile. Je ne demande ni fleurs ni cadeaux. Juste un petit soin, un simple « comment vas-tu aujourd'hui » ou un câlin quand je suis fatigué. Mais même cela semble hors de portée. Ce soir-là, quand je me suis glissé dans mon lit, Nathan était toujours dans le salon, en train de rire de son émission préférée. J'ai tourné le dos, berçant mon ventre comme un vœu silencieux, je te protégerai quoi qu'il arrive. Un matin de week-end, après avoir fini la chambre du bébé et après avoir halté à cause de l'effort, Nathan a appelé depuis le salon, étonnamment joyeux. Lilian, prépare tes affaires. Nous allons à Colorado Springs avec mes parents la semaine prochaine. Un petit voyage en famille avant l'arrivée du bébé. Je me suis figé. La semaine prochaine, Nathan? Ma date d'accouchement n'est pas encore arrivée, mais le médecin a dit que je pouvais commencer le travail à tout moment. Il l'a fait signe comme si j'étais dramatique. Tu es toujours très négative. Quelques jours à la montagne seront bons pour toi et pour le bébé. Maman dit que l'air frais aidera. Un frisson me parcourut le dos. Moins de 2 semaines avant ma date d'accouchement. J'avais tout préparé, la trousse d'hôpital, les papiers, les horaires des médecins et maintenant il veut que je parte en voyage? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne veux vraiment pas prendre de risques. Nathan m'a coupé la parole, plus irrité. Je l'ai déjà dit à mes parents. Ils sont excités. Tu as juste besoin de te reposer dans la cabine. Je m'occupe de tout le reste. Je suis resté silencieux, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je savais que toute objection se transformerait en un autre argument inutile. Depuis que j'étais enceinte, j'avais dû abandonner tellement de choses, et maintenant je devais décider si je continuerais à faire des compromis. Ce jour-là, j'ai appelé mon médecin pour lui poser des questions sur le risque d'accouchement précoce. Elle m'a gentiment conseillé d'éviter les voyages sur de longues distances et de me préparer au cas où quelque chose commencerait. Ces paroles résonnaient dans mon esprit,
mais Nathan ne se souciait pas d'écouter. Finalement, j'ai plié mes vêtements à contre-cœur, fait ma valise et me suis préparé pour le voyage. Cela ne me plaisait pas, mais je restais calme, en espérant que tout irait bien. Le matin du départ, le ciel était gris et le vent glacial. Alors que je montais dans la voiture et m'asseyais sur le siège avant, une étrange sensation se propagea dans le bas de mon ventre. J'ai baissé les yeux. Une chaude humidité se répandait rapidement sur ma robe. J'avais perdu les os. Nathan, je pense que j'ai perdu les os. Nous devons aller à l'hôpital maintenant. Il se tourna, fronçant les sourcils, comme si je venais de gâcher son pique-nique. Quoi? Tu es sérieux en ce moment? Ce n'est pas une blague. Je dois aller à l'hôpital. Le bébé arrive. Au lieu de faire ce dont j'avais besoin, Nathan sortit de la voiture, regardant le siège maintenant mouillé d'un air renfrogné. Sérieusement? Tu as trempé le siège en cuir. Tu n'aurais pas pu attendre? Je le regardais, abasourdi. Nathan, j'ai besoin d'une aide d'urgence, s'il te plaît. Il expira brusquement, puis, sans hésitation, ouvrit ma porte. Sortez. Je ne peux pas laisser cette voiture sentir comme ça. Appelez un taxi ou quelque chose comme ça. Je me suis figé. Tu quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas y aller seul. Je n'ai pas le temps. Mes parents attendent. Je ne raterai pas ce voyage juste parce que tu paniques. Et puis, juste devant mes yeux choqués, Nathan a sorti ma valise du coffre, l'a déposée près du trottoir et est parti, me laissant seul sur le trottoir alors que la première contraction commençait à se resserrer dans mon abdomen. J'ai rassemblé toutes mes forces pour appeler une ambulance, ma main tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Lilian? Une voix familière cria depuis la fenêtre baissée. C'était Chloé, la voisine qui habitait quelques maisons plus loin. Tu as perdu les os. Monte dans la voiture, vite. Je t'emmène à l'hôpital. Sans attendre ma réponse, Chloé m'a aidé à monter dans la voiture, a doucement bouclé ma ceinture de sécurité, puis a appuyé sur l'accélérateur. Tout au long du trajet jusqu'à l'hôpital, elle m'a tenu la main, me rassurant tout en m'interrogeant sur mon état. J'étais souffrant et profondément embarrassé mais extrêmement reconnaissant. Pourquoi c'est moi, pas ton mari? Demanda-t-elle doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé les yeux alors que les larmes coulaient sur mes joues. Une fois arrivé, tout s'est passé très vite. J'ai été transporté d'urgence aux urgences, le cœur battant, l'esprit tournoyé par une question obsédante, l'homme que j'appelais autrefois mon mari, mérite-t-il au moins une place dans la vie de notre enfant? Je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est que le moment où Nathan s'éloignait était aussi le moment où j'abandonnais la dernière illusion qui me restait. Je me suis réveillé sous la lumière blanche et pâle de la chambre d'hôpital. L'odeur de l'antiseptique et les bips des moniteurs m'ont rappelé que j'allais bien, ou du moins que j'étais encore en vie après le cauchemar. Il a fallu quelques secondes pour que tout me revienne. Mes os cassent, Nathan m'abandonne sur le bord de la route, et Chloé, celle qui m'a mis en sécurité. Quand j'ai ouvert les yeux, Chloé était assise à côté de mon lit, tenant une tasse de café en papier maintenant froide. Elle leva les yeux et sourit doucement, comme si elle m'attendait depuis toujours. Tu es réveillé. Dieu merci, dit Chloé, la voix tremblante. J'ai hoché la tête du mieux que j'ai pu, la gorge sèche. Mon bébé, comment va-t-elle? Une fille, en bonne santé et belle comme un ange, répondit Chloé, puis elle me prit doucement la main. Le médecin a dit que tout s'était bien passé. La maman et le bébé sont stables. Je laisse échapper un soupir de soulagement. Les larmes coulaient silencieusement, non pas à cause de la douleur mais à cause d'un immense sentiment de gratitude. Chloé me serra légèrement la main. Tu n'as rien à dire, dit-elle comme si elle lisait dans mes pensées. J'ai déjà appelé tes parents. Ils sont en route. En entendant cela, je n'ai pas pu retenir mes émotions. Mes parents et moi nous étions éloignés depuis que j'avais épousé Nathan contre leur gré. Mais savoir qu'il venait vers moi au moment le plus vulnérable a réchauffé quelque chose dans mon cœur. Environ 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte et mes parents se sont précipités à l'intérieur, le visage plein d'inquiétude. Ma mère a couru me serrer dans ses bras en pleurant de façon incontrôlable. Mon père, généralement sévère et calme, avait les yeux rouges et vitreux alors qu'il me regardait allongé là, toujours branché aux lignes 4. Je suis vraiment désolé, Lilian, sanglota ma mère.
Nous n'aurions pas dû te laisser traverser ça seul. Je secouai la tête. Non, ne dis pas ça. J'ai choisi cette voie. Mais personne ne mérite de vivre ça seul, a déclaré mon père, ses yeux se tournant vers Claude avec une gratitude tacite. Merci. Vraiment, a-t-il ajouté. J'ai juste fait ce que tout le monde devait faire, répondit sincèrement Claude. Pendant que ma mère restait pour prendre soin de moi, mon père est sorti pour parler au médecin. Chloé était sur le point de partir aussi, mais avant de sortir, elle se tourna et dit doucement, « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Hier, après que je t'ai amené à l'hôpital, Nathan m'a appelé beaucoup. Mais je n'ai pas décroché. Je me suis figé. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Je viens de laisser un message. Une ligne. Est-ce que Lilian va bien? Je laissai échapper un rire amer qui me resta dans la gorge. Il m'a laissé sur le bord de la route, et c'est tout ce qu'il a demandé. Chloé m'a regardé, son expression sérieuse. Vous n'avez rien à décider pour le moment, mais si jamais vous voulez agir, je témoignerai. J'ai tout vu. Ces paroles résonnaient dans mon esprit comme une bouée de sauvetage jetée dans une mer agitée. Au fond, je savais qu'au moment où je suis sorti de cette voiture, je suis aussi sorti d'un mariage auquel je n'aurais jamais dû faire confiance. Cette nuit-là, j'ai été transféré dans la salle de réveil postpartum. Ma mère a bercé le bébé pour l'endormir pendant que mon père était assis près de la fenêtre, lisant le journal comme s'il essayait de cacher ses émotions. Je me tournai vers le petit berceau à côté de mon lit. Elle était si petite, dormant profondément, les lèvres pincées. J'ai posé ma main sur mon ventre, maintenant mou et vide. Mais quelque chose en moi devenait plus fort, la détermination. Lorsque l'infirmière est venue me voir, elle a murmuré doucement, « Mademoiselle, Claude a laissé ses coordonnées au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit, ainsi qu'une petite enveloppe. À l'intérieur, il y a des images de sécurité de votre arrivée à l'hôpital, au cas où vous voudriez une preuve. » J'ai tenu l'enveloppe avec les mains tremblantes, non pas par peur mais parce que je savais que c'était la première étape. Cette vidéo ne durait peut-être que quelques minutes, mais elle était la preuve indéniable d'un long voyage de souffrance et de vérité. J'ai murmuré au bébé endormi dans le berceau, « Chérie, je promets que je ne laisserai plus jamais personne nous faire du mal. » Et à ce moment-là, j'ai su que j'étais sur le point de faire la seule chose que je craignais, recommencer. Mais cette fois, avec ma fille dans les bras, je n'aurais plus jamais à marcher seul. Environ 3 jours après l'accouchement, alors que je m'habituais à peine à la nouvelle routine du bébé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé est venue nous rendre visite dans l'après-midi, apportant un bouquet de marguerites blanches et un air plus sérieux que d'habitude. « Lilian, as-tu suivi l'actualité ces derniers jours ?» demanda-t-elle d'une voix calme, comme si elle avait peur de m'inquiéter. Je secouai la tête. Depuis l'accouchement, mes parents gardaient mon téléphone pour que je puisse me concentrer sur mon repos. Je n'avais pas pensé aux réseaux sociaux ou à quoi que ce soit en dehors de la chambre d'hôpital. Chloé m'a regardé, puis a sorti son téléphone de son sac. Elle m'a montré un clip vidéo. Mon cœur s'est serré au moment où j'ai reconnu la scène. C'était moi, très enceinte, vacillant sur le trottoir, du liquide amniotique s'accumulant à mes pieds, et Nathan criant et partant, me laissant derrière. Même si mon visage était flou, la situation était claire. Un étudiant en médecine a été témoin de tout et l'a enregistré. La vidéo s'est répandue rapidement, plus de 2 millions de vues en seulement 48 heures. J'étais assis là, stupéfait. Au début, personne ne savait qui vous étiez, mais quelqu'un a reconnu la plaque d'immatriculation et a retrouvé le propriétaire de la voiture. C'est ainsi que l'identité de Nathan a été révélée, a poursuivi Claude. Nous avons gardé vos informations privées. Tout ce que tout le monde sait, c'est qu'il a abandonné sa femme enceinte. Je la regardais, mon rythme cardiaque s'accélérant. C'est vraiment si grave. Chloé hocha la tête. Très sérieux. Les réseaux sociaux explosent. Les publications analysant son comportement insensible sont partout. Les gens ont même déterré d'anciens messages sur LinkedIn et Facebook de Nathan. Tout est sous surveillance. J'ai avalé difficilement. Une partie de moi se sentait blessée. C'était l'homme que j'appelais autrefois mon mari. Mais une autre partie se sentait libérée. Tout ce que j'avais réprimé, enduré en silence était désormais révélé au grand jour. Cela ne s'arrête pas là, a ajouté Claude. Mon mari, Marc, connaît le PDG de la société financière pour laquelle Nathan travaille. Lorsque la vidéo est devenue virale, la nouvelle a fait le tour de l'entreprise.
Au début, ils avaient prévu de gérer cela en interne, mais ensuite. Elle m'a regardé, attendant. Il a été suspendu. Et ce matin, des informations internes ont confirmé la résiliation de son contrat. Motif, comportement gravement préjudiciable à l'image de l'entreprise. Je ne savais pas ce que j'étais censé ressentir. Ce n'était pas de la joie, mais plutôt une expiration profonde et silencieuse après avoir retenu ma respiration trop longtemps. Et les parents de Nathan ? Ai-je demandé doucement. Chloé haussa les épaules. Ils sont également harcelés sur Internet. Des voisins se manifestent et disent qu'ils entendent souvent des cris venant de leur maison. Quelqu'un se souvient même de Claire, la mère de Nathan, insultant sa belle-fille devant des invités. Internet ne le lâche pas. Les gens déterrent tout. J'étais abasourdi. Ma mère a déclaré, dernièrement, les gens ont pris des photos de la maison des parents de Nathan et ont répandu des rumeurs. Il y a même un hashtag appelant au boycott de leur boulangerie familiale. Ils ont dû la fermer temporairement. J'étais assis là en silence, inondé d'émotions mitigées. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que la justice avait parlé non pas à travers des jugements bruyants, mais à travers la révélation crue de la vérité, trop claire pour être ignorée. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes triomphant, dit Claude en posant une main sur mon épaule. Je veux juste que tu saches que cette fois, tu n'es pas seul. Personne ne peut ignorer ce que tu as vécu. Je lui ai saisi la main, j'ai bougé. Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Gagnez vos forces. Il y a un long chemin à parcourir, dit Chloé en se levant. Mais je crois que tu es assez fort pour marcher. Après son départ, je me suis assis seul, regardant ma petite fille dormir paisiblement dans son berceau. Mes yeux se posèrent sur l'enveloppe contenant la vidéo que l'infirmière m'avait donnée. Je ne l'avais pas encore ouvert, mais je savais maintenant qu'il était temps. Pas pour me venger, mais pour protéger l'avenir de ma fille. Ce que Nathan a fait n'était pas seulement un moment de mauvais jugement. C'était la preuve indéniable d'un mariage brisé et sans amour. J'ai murmuré, presque comme un vœu, s'il choisit de nous abandonner, ne vous attendez pas à ce que nous regardions en arrière. J'ai quitté l'hôpital par une matinée fraîche et lumineuse, tenant ma petite fille dans mes bras, le cœur rempli de pensées enchevêtrées. Mes parents nous avaient préparé une chambre dans leur maison de la banlieue de Fort Worth. La pièce était pleine de lumière, peinte dans des couleurs pastel douces, avec un petit berceau à côté de mon lit. En regardant ma fille dormir profondément, je savais que je devais être plus forte que jamais. Pas seulement pour moi, mais pour elle. 3 jours seulement après notre retour à la maison, Nathan a commencé à appeler sans arrêt. Messages, appels téléphoniques, emails, tous porteurs des mêmes faux remords et de la même déflexion, s'il vous plaît, n'exagérez pas cela. J'ai juste paniqué. Personne n'est parfait. Mes parents souffrent à cause de cela. Vous devriez penser à la famille. Je n'ai pas répondu. Mais quand Nathan a commencé à envoyer des SMS accusateurs, vous êtes la raison pour laquelle j'ai perdu mon emploi. Si vous n'en aviez pas fait toute une histoire, tout aurait été bien, j'ai su qu'il était temps d'agir. Ce soir-là, je me suis assis pour parler avec mes parents. Mon père, Michael, un avocat à la retraite, écoutait tranquillement pendant que ma mère berçait doucement sa petite fille dans ses bras. Tu as assez enduré, a finalement dit mon père. Il est temps de régler ce problème pour de bon. Il m'a référé à une ancienne collègue, Clara Weston, une avocate en divorce avisée et posée. Quand je lui ai apporté les preuves des enregistrements de Nathan me criant et m'insultant pendant ma grossesse, ainsi que la vidéo de lui m'abandonnant dans la rue où Clara a simplement hoché la tête. Nous en avons plus qu'assez. Laissez-moi m'occuper de la partie juridique. Votre travail consiste à vous concentrer sur votre bébé et votre rétablissement. Les actes de divorce ont été déposés la semaine suivante. J'ai demandé la garde complète et un montant de pension alimentaire raisonnable basé sur le revenu de Nathan avant qu'il ne perde son emploi. Quelques jours plus tard, Nathan a appelé. Cette fois. Le voyage de Lilian est une histoire puissante de résilience, de découverte de soi et de courage pour reconstruire après un chagrin. Sa décision de mettre fin à un mariage toxique n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. Après des années de manipulation émotionnelle, de tensions financières et de sacrifices, Lilian a finalement choisi elle-même. Elle a créé un avenir pour sa fille, Sophia, libre des ombres de son passé. Le refus de Nathan d'assumer ses responsabilités, son rejet flagrant de leur enfant et ses tentatives incessantes pour éviter de faire face aux conséquences de ses actes n'ont fait que renforcer la détermination de Lilian. Clara,
son avocate, s'est avérée être une force motrice, aidant Lilian non seulement à obtenir un divorce, mais aussi à lutter pour obtenir le soutien dont elle et Sophia avaient besoin. Lorsque l'ancienne entreprise de Nathan a involontairement exposé ses actifs financiers cachés, ce fut un tournant. Ce n'était plus seulement une question d'argent, il s'agissait de tenir tête à quelqu'un qui avait abusé de son pouvoir et de sa confiance. Les conséquences du divorce n'ont cependant pas été sans conséquences émotionnelles. La disgrâce de Nathan, sa disgrâce publique, la chute de sa famille et sa lutte ultérieure n'ont apporté aucune satisfaction à Lilian. Elle avait autrefois aimé cet homme, mais elle avait appris que l'amour seul ne permet pas de maintenir une famille unie. La force de Lilian ne venait pas de sa colère ou de son ressentiment, mais de sa capacité à s'éloigner et à protéger sa paix. La réception d'une lettre de Claire, la mère de Nathan, a été un autre tournant dans le voyage de Lilian. L'aveu d'arrogance de Claire et la douleur qu'elle ressentait maintenant reflétaient la propre transformation de Lilian. Lilian comprenait ce que Claire disait, mais son pardon ne signifiait pas qu'elle oublierait. Elle avait appris que le pardon ne consiste pas à effacer le passé, mais à trouver la paix avec lui et à choisir de ne pas le laisser définir votre avenir. La vie de Lilian après le divorce n'était pas une vie de solitude ou de désespoir, mais une vie de force tranquille. Elle a trouvé du réconfort dans sa nouvelle routine, entourée de sa famille, et dans le travail qu'elle accomplissait auprès de la Fondation Louise Olsen. Elle avait reconstruit sa vie selon ses propres conditions et, pour la première fois depuis des années, elle vivait pour elle et sa fille. Rencontrer Evan, le fils de Chloé, a été un changement subtil mais significatif. Leur lien grandissant reposait sur de petits gestes, gentillesse, respect et expérience partagée. Il ne s'agissait pas de se précipiter dans une relation, mais d'apprendre à nouveau à faire confiance. Le soutien discret d'Evan a donné à Lilian quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, la capacité de rêver à nouveau. Elle avait passé tant d'années à survivre, maintenant, elle commençait à s'épanouir. Quand Evan lui a offert le petit bracelet en bois, gravé de son nom et de celui de Sophia, il symbolisait la vie qu'ils pouvaient construire ensemble, non pas pour remplacer le passé, mais pour témoigner de l'avenir qu'ils étaient en train de créer. Pour Lilian, ce fut un moment d'acceptation. Elle ne savait pas où le voyage l'amènerait, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Le parcours de Lilian prouve que, aussi douloureux que puisse être le passé, nous avons tous le pouvoir de choisir un avenir différent. Elle a choisi de laisser partir quelqu'un qui ne la valorisait pas et, ce faisant, elle a fait place au véritable amour et au bonheur. Son histoire nous rappelle que la guérison n'est pas seulement une question de survie, il s'agit également de s'épanouir, et que la plus grande leçon qu'une mère puisse enseigner à son enfant est de vivre fidèlement à son cœur. Que pensez-vous du parcours de Lilian et des choix qu'elle a faits? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir des histoires plus touchantes et significatives sur la famille et la croissance personnelle.